Bonjour à tous. Merci à vous d'être présents pour cet atelier sur l'industrialisation de l'Afrique de l'Ouest. Quel modèle pour renforcer les économies et l'émergence. Et donc un grand merci à nos différents intervenants, à commencer par vous, Madame la Ministre Rose Kayi-Mividor. Vous êtes ministre de la promotion de l'investissement de la République du Togo depuis novembre 2020. Et sous l'impulsion du chef de l'État, Monsieur Faure Gnassingbé, vous mettez en œuvre la politique togolaise relative à l'amélioration du climat des affaires telle que déclinée dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Merci, un grand merci également à Monsieur Tiendate Ndao. Donc vous êtes le directeur général de NMA Sanders, la nouvelle minoterie africaine, donc une entreprise industrielle sénégalaise qui évolue dans le secteur de l'agro-industrie, de l'agroalimentaire. Merci également à Madame Aurélie Pugeot. Vous êtes associé senior et secrétaire général chez Amétis et membre du comité exécutif d'Amétis où vous supervisez les activités et les investissements de la société. Enfin, un grand merci également à Madame Fatoumata Sissoko-Sy. Vous êtes directrice régionale de Proparco et vous êtes notamment spécialisée dans la structuration des projets d'infrastructure dans les pays africains et surtout d'Afrique de l'Ouest. Donc cet atelier permettra d'aborder l'industrialisation en tant que condition indispensable d'un développement plus productif et d'une croissance plus inclusive en Afrique de l'Ouest. Et donc ma première question pour vous, Madame la Ministre, si vous pouviez nous exposer, s'il vous plaît, la stratégie du Togo pour accélérer son industrialisation, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci Christophe, et merci de me donner cette opportunité. Moi je vais commencer peut-être par des chiffres qui choquent un peu. Quand on prend le cacao, les pays africains produisent 73% de la production de cacao vient de l'Afrique. Et sur les revenus générés par le cacao, l'Afrique bénéficie de 6% des revenus générés par le cacao. Je pense que c'est vraiment l'exemple typique qui nous pousse à mener une réflexion. Le second élément, c'est qu'on a vu que contrairement aux pays d'Asie, où on a pu voir émerger les tigres, en Afrique, les économies africaines sont toujours restées sur des économies de rente, parce que essentiellement basées sur l'exportation brute de nos matières premières et sur les importations. Donc le challenge et le défi est énorme. Donc au niveau du Togo, la stratégie a été essentiellement basée sur deux axes majeurs. Le premier axe, c'est nos atouts, les avantages comparatifs que le pays a. Le Togo, c'est un pays qui est, je dirais, la porte d'entrée naturelle par rapport aux infrastructures portuaires que nous avons, un fort tirant d'eau qui nous permet d'accueillir, je dirais, des bateaux de dernière génération. Donc, tout récemment, nous avons été classés parmi les 100 premiers ports dans le monde et de loin devant certains grands pays. Nous avons également les infrastructures routières qui sont là. Nous avons également un hub logistique, un hub aérien, je dirais, qui est là et qui permet, quand vous êtes basé au Togo, de pouvoir desservir de façon directe 27 pays de la sous-région. Ça a son importance pour un homme d'affaires. À côté de cela, je pense que l'élément le plus important, c'est une volonté politique. Une volonté politique qui permet, je dirais, de pouvoir faire des réformes audacieuses pour soutenir l'industrialisation. Et au niveau du Togo, nous avons cette volonté ferme du chef de l'État de soutenir l'industrialisation. Et c'est une vision qui a été reprise dans la feuille de route gouvernementale, qui est de transformer structurellement notre économie en nous basant sur nos richesses, donc créer de l'emploi, créer de la valeur et en créant également des emplois décents. Et donc l'une des ambitions, c'est d'utiliser le secteur agricole comme un véhicule, un moteur de création d'emplois et de richesses. Donc sur cet axe-là, dont je disais, des réformes audacieuses, on en a eu à faire dans le secteur, dans le foncier, on en a eu à faire au niveau de la création d'entreprises, l'amélioration du climat des affaires. Nous avons, sur les 2 dernières années, gagné en tout 59 places donc, sur le rapport Doing Business, dont 40 uniquement sur l'année 2019. Donc tous ces éléments qui facilitent, je dirais, à l'investissement ont permis de pouvoir créer un cadre pour pouvoir, je dirais, insuffler une réelle dynamique d'industrialisation. Et le troisième point, je pense qu'il faut identifier un secteur de façon précise. Et donc pour nous, c'était clair que c'est le secteur agricole. Et donc créer toute une dynamique, tout un écosystème autour de cela.
Eh oui, vous parlez d'une politique audacieuse, enfin notable et visible. Est-ce que vous pourriez nous donner davantage d'éléments sur des projets et investissements précis qui ont été mis en place pour affirmer le caractère de hub régional du Togo et même au-delà de ça, donc de la politique que vous venez de décrire? D'accord. L'exemple concret de cette politique, de cette ambition, c'est tout récemment l'inauguration on a inauguré une plateforme industrielle. Donc c'est une plateforme industrielle et une plateforme logistique qui nous permet de donner tous un sens, je dirais, à cette intégration de la chaîne de valeur, à la transformation de nos produits locaux pour ajouter de la valeur ajoutée et de pouvoir augmenter, je dirais, au niveau de la balance des paiements, augmenter en termes de génération de revenus, de contribution au PIB. Donc cette plateforme industrielle, c'est quoi concrètement? C'est, je dirais, c'est mettre en place tout un écosystème en termes de structure d'accueil, de capacité en termes d'énergie, de télécom, toutes les infrastructures nécessaires pour faciliter l'implantation d'une entreprise. À côté, c'est organiser les chaînes d'approvisionnement, parce que c'est important. Organiser les chaînes, sécuriser également les chaînes d'approvisionnement. Et ça a permis de pouvoir mettre une emphase sur le secteur du textile et la transformation agro-industrielle, avec des identifications de filières de façon précise. On a identifié la filière coton, on a également identifié la filière soja, le soja bio, sur lequel le Togo se positionne sur une niche, et à côté d'autres spéculations telles que le sésame et l'anacarde. À côté de cela, je dirais, cette plateforme, on a mis également une plateforme logistique. Pourquoi? Je vous ai dit au départ que le Togo se positionnait comme la porte d'entrée naturelle sur l'Afrique de l'Ouest. Porte d'entrée naturelle sur l'Afrique de l'Ouest, c'est le Togo et le corridor qui permet d'accéder facilement aux pays de l'Interland qui sont le Mali, le Niger et le Burkina. Et vous avez également le corridor côtier en partant de Lagos, en passant par Cotonou, Lomé et Accra. Donc ces deux éléments, au niveau de la plateforme industrielle, on a mis en place un port sec. On a mis en place également toute la logistique pour faciliter, accélérer et améliorer, je dirais, le transit des marchandises via notre pays. C'est un élément également qui contribue à notre positionnement de hub logistique. Merci beaucoup Madame la Ministre pour tous ces exemples qui nous montrent à quel point l'industrie est vraiment l'axe que vise le Togo pour renforcer son développement. Oui. Et donc pour suivre sur votre exposé, j'adresserai la parole à un duo qui est formé par Madame Aurélie Pujoulx et Monsieur Tiendate Ndao, car Amétis a récemment noué un partenariat stratégique et durable avec NMA Sanders. Donc première question pour vous Aurélie Pujoulx. Donc en quoi l'industrialisation est-elle un préalable selon vous à tout développement économique? Merci Christophe, merci à tous. Écoutez, pour nous, l'industrialisation est une étape absolument indispensable au développement du continent. Parce qu'on sait aujourd'hui l'étroite corrélation entre taux d'industrialisation d'une part et taux de croissance et surtout amélioration des indicateurs humains d'autre part. Et aujourd'hui, en Afrique, les indicateurs ne sont pas très bons en raison d'un développement industriel limité. Et lorsqu'on étudie un petit peu les dynamiques de développement industriel et leurs impacts sur l'économie à l'échelle globale, eh bien on peut citer le modèle asiatique, incontestablement. Et au-delà des politiques d'ouverture qu'ont adoptées ces pays, ce sont bien les efforts qui ont porté sur l'investissement dans l'industrie qui ont permis des changements structurels, durables et rapides au sein de ces économies. Alors les premiers à avoir adopté ces changements, c'est bien la Corée, Taïwan, et suivi aujourd'hui des Philippines, du Vietnam. Et on pense que l'Afrique n'échappera pas aujourd'hui à ce modèle. Et merci pour cet exposé. Et donc la deuxième question s'adresserait plutôt à vous deux, à toi et à Monsieur Ndao. Donc Monsieur Ndao, vous en tant qu'entrepreneur, en tant que directeur général d'une entreprise industrielle, quels sont les principaux freins au développement de l'industrie au Sénégal et au-delà du Sénégal en Afrique de l'Ouest? En fait, merci beaucoup. Je vais essayer de vous lister les principales contraintes auxquelles on fait face, nous, en tant qu'industriels sénégalais, évoluant dans l'agroalimentaire. La première contrainte à laquelle je pense, c'est la problématique de la disponibilité des matières premières dont on a besoin. Donc nous faisons des pâtes alimentaires, de l'aliment de bétail volaille, ainsi que de la farine. Nous avons énormément besoin de maïs en particulier.
Et malheureusement, l'essentiel de ces matières, on est obligé de les importer en l'absence de matières premières disponibles en quantité et en qualité suffisante. Donc ça constitue un gros frein puisque nous subissons de plein fouet la flambée des cours mondiaux qu'on connaît actuellement et qui, malgré les mesures prises par nos autorités pour arrêter, n'est-ce pas, atténuer l'impact de cette flambée, n'ont pas permis en tout cas de couvrir totalement. Donc nous assistons à des effets ciseaux très importants sur nos marges et ça constitue effectivement un frein pour pouvoir constituer notre développement. Le deuxième facteur que je souhaiterais souligner, il s'agit des importations de produits de mauvaise qualité, souvent subventionnés par certains pays exportateurs. Je vous fais référence aux pâtes alimentaires et qui rentrent dans nos pays sans passer par les douanes. Donc ça, c'est un vrai fléau parce que toutes nos entreprises souffrent de cette situation. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas encore trouvé, n'est-ce pas, le mécanisme pour arrêter ça, malgré une bonne volonté des autorités d'y travailler, mais c'est très compliqué. Le troisième facteur que NMA rencontre et qui est le fait de beaucoup d'industriels sénégalais, c'est la congestion du port de Dakar. Donc il y a une forte congestion qui se traduit par des temps d'attente des bateaux de plusieurs dizaines, voire des semaines avant d'accoster. Donc ça pose un problème sur la production, ça pose des problèmes de rupture donc, de production. Et en plus, il y a le problème financier qui en découle puisque nous sommes obligés de supporter des surestaries très importantes avec la conséquence sur les coûts de revient de nos produits. Le dernier facteur que je souhaiterais souligner concerne en particulier la pression fiscale. Voilà. Vous savez, dans nos pays, ceux qui payent l'impôt ne sont pas nombreux. Par conséquent, l'État ayant besoin de ressources, notamment douanières et fiscales, nous subissons vraiment une forte pression avec une pléthore de taxes nouvelles chaque année qui viennent gréver nos marges. Donc c'est des situations effectivement qui nous empêchent de pouvoir asseoir une politique de développement à long terme et c'est très important de pouvoir étudier ça sérieusement et trouver des solutions. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Nao, pour ce retour d'expérience. Et donc Aurélie Pugeot, donc, en tant qu'entrepreneur, enfin en tant qu'investisseur, pardon. En tant qu'investisseur, donc vous avez une vision d'ensemble enfin, sur le secteur industriel via différentes participations. Donc vous, quelle serait votre vision sur ce point précis ? Alors, effectivement, l'industriel africain que nous souhaitons accompagner chez Amétis, eh bien, il doit faire face à des challenges énormes. C'est un peu Superman et Wonder Woman. Parce que d'un côté, il doit faire face au même niveau d'exigence que les entreprises internationales, notamment en termes de conformité aux normes et aux standards internationaux, ESG. Et de l'autre côté, il doit faire face, il est confronté à un consommateur qui n'a pas forcément le portefeuille pour acheter ces produits qui ont subi donc un surcoût lié à cette conformité. Et ce, sans compter à cette concurrence déloyale du secteur informel, qui, elle, ne respecte pas les normes et qui, malheureusement, sont accessibles au portefeuille du consommateur africain. Donc, comme dans toute stratégie d'industrialisation, les coûts des facteurs de production ont une importance absolument fondamentale. Et l'Afrique a un déficit en matière de compétitivité qui a été rappelé par M. Ndao, puisque toute industrialisation doit reposer sur des infrastructures de qualité, abordables, et je pense au transport, la logistique, l'accès à l'énergie, mais également sur les disponibilités d'une main-d'œuvre qualifiée. Et alors le tout dans un cadre juridique, fiscal, social qui est favorable aux affaires. Et je peux vous parler d'un exemple qui est marquant, qui est récent. Moi, je vis en Côte d'Ivoire. C'est un pays qui a un secteur électrique qui est plutôt bien organisé, qui ne nous a pas habitués à des coupures. On a investi dans une entreprise qui s'appelle Afriwara, qui produit des bonbons et des biscuits. Et en fin de printemps, début d'été, on a subi beaucoup de coupures d'électricité liées à un problème temporaire. Mais du coup, on voit nos surcoûts, on voit des coûts qui explosent parce
parce que vous passez d'une énergie classique à des générateurs, de l'utilisation du fuel, etc. Donc nous, l'industriel africain, il doit être quand même sacrément créatif. Et je peux vous parler d'un autre exemple, par exemple donc Boulos, qui est une entreprise dans laquelle on a investi au Nigeria, qui en fait est le leader de production des bobines mères de papier et de la transformation de ce papier en papier hygiénique et autres divers papiers toilettes, etc. Et la plupart de la production de Boulos provient du papier recyclé et non pas importé. Et du coup, on fait de Boulos le premier producteur avec une part de marché de plus de 35%. Donc oui, les défis sont nombreux à relever, mais nous, chez Amétis, on est confiants à la capacité de ces économies africaines à grandir et à faire émerger des champions comme NMA. Effectivement, donc à faire émerger des champions comme NMA et afin de renforcer ces champions. Donc je vais m'adresser donc à vous, donc Fatoumata Sissoko-Sy, donc qui est à la directrice régionale Afrique de l'Ouest de Proparco, donc en tant qu'acteur financier. Quels sont pour vous les préalables pour favoriser un développement industriel en Afrique de l'Ouest ? Merci beaucoup Christophe. Peut-être juste 2 mots sur Proparco. Proparco, c'est la filiale secteur privé de l'Agence française de développement. La direction régionale Afrique de l'Ouest est basée à Abidjan. Donc on couvre tous les pays de la CEDEAO à l'exception du Nigeria. Je vais un petit peu, quelque part, paraphraser mes prédécesseurs et Madame la Ministre. Effectivement, pour répondre à cette question, Madame la Ministre l'a brillamment exposé, il faut une volonté politique forte. C'est un préalable indispensable. Il faut une volonté politique forte, il faut une stratégie industrielle claire qui repose sur des secteurs clés de l'économie qui sont identifiés. Il faut une volonté d'accompagner une structuration d'une filière industrielle. Donc ça, c'est le préalable, à mon sens, indispensable. Madame la Ministre l'a évoqué aussi, et mes prédécesseurs, en termes de climat des affaires. Donc l'État, en rôle de facilitateur des démarches administratives, facilitateur de l'implantation des investisseurs qui souhaitent porter un projet industriel. Pour moi, voilà, ça constitue déjà le premier élément indispensable. Le deuxième élément, on l'a évoqué aussi, c'est des infrastructures résilientes. Madame la Ministre l'a évoqué avec le port que nous finançons. Madame la Ministre, par ailleurs, Proparco, nous avons participé au financement du port aux côtés de la Banque africaine de développement notamment. Il est indispensable de disposer d'infrastructures résilientes. C'est vrai qu'on a quand même encore un déficit d'infrastructures en Afrique. Il faut le dire. Il faut combler ce déficit. Il faut créer des routes, des ports. Il faut créer des infrastructures numériques, logistiques. Madame la Ministre l'a évoqué aussi. Donc ça également, c'est indispensable et énergétique. On en parlait à l'instant. Sans énergie, il n'y a pas d'industrialisation. Énergie propre, si possible. On reviendra sur le sujet. Et troisième élément, il faut un accès au financement. Donc il faut des investisseurs, tels qu'Amétis, que Proparco accompagne depuis de nombreuses années. Donc Proparco, nous participons aux différentes levées de fonds d'Amétis qui permettent effectivement par la suite de prendre des participations dans des groupes, dans des champions africains tels que NMA Sanders. Donc il faut de l'argent en fait. Il faut de l'argent, donc il faut des investisseurs et il faut des prêteurs. Il faut des ressources longues, fonds propres. Mais les banques, on le sait, les banques, elles sont parfois frileuses pour financer l'économie. En Côte d'Ivoire, j'ai lu que les banques financent le secteur privé à hauteur de 26%, ce qui est vraiment très très faible. En comparant avec des pays comme le Maroc, où on serait à 65%, ou des pays comme l'Afrique du Sud, on serait à 150% du PIB. Donc le gap est absolument gigantesque. Qu'est-ce qu'une institution de développement telle que Proparco fait face à ces défis, donc à la problématique de l'accompagnement de l'industrialisation de l'Afrique via les financements? On met en place des lignes de financement auprès des banques. Je parle de la Côte d'Ivoire par exemple, mais dans toute la sous-région, Orabank, Ecobank, NSIA. Je ne vais pas tous les lister, sinon je vais en oublier, mais voilà, les principales. On travaille vraiment avec les banques en termes de lignes de financement, mais aussi en termes de garantie.
Parce que les banques, pourquoi elles ne prêtent pas, elles sont frileuses. Il y a une perception du risque des PME, des PMI qui est mal appréhendée par les banques commerciales. Et nous, notre rôle de financier, c'est de proposer des outils qui permettront à la banque de prendre le risque PME, PMI. On va mettre en place des instruments de partage de risques pour que la banque elle puisse mettre en place des lignes de financement. Au-delà de ça, il y a aussi une logique d'accompagnement. Parce que la banque, certes, le partage de risques va l'encourager à mettre en place des lignes de financement, mais il y a aussi une éducation financière par rapport aux risques de certaines industries. Donc on les accompagne aussi avec ces outils de formation des équipes commerciales, des équipes de risque au sein de la banque. Merci beaucoup Fatoumata Sissoko-Sy. Merci de ce panorama très précis maintenant sur l'industrialisation de l'Afrique de l'Ouest. Alors Madame la Ministre, vous avez mis en exergue tout à l'heure le besoin, la volonté du Togo de développer les filières industrielles. Pouvez-vous nous décrire plus précisément ce que vous faites dans la filière agricole pour transformer au Togo et puis développer les chaînes de valeur? Merci bien Vincent. Donc effectivement, comme je vous l'avais dit, et comme l'a dit également l'intervenant de la Proparco, on a identifié des filières précises. La question fondamentale qui a été reprise par M. Ndao, c'est de sécuriser la matière première, de sécuriser l'approvisionnement. Donc un des challenges auxquels on a eu à trouver des solutions, c'est de pouvoir inciter, je dirais, les productions agricoles pour qu'on puisse atteindre des masses critiques. Parce que pour donner un fondement à une industrie, il faut des quantités critiques, il faut des masses critiques. Donc sur cette base, au niveau du Togo, on a lancé le programme de développement agricole en se fixant sur une échéance de 10 ans, donc d'ici 2030, le développement de 10 agropoles. Des agropoles, c'est quoi? C'est des zones sur lesquelles il y a des filières bien identifiées qu'on développe, on sécurise le foncier, on met en place toutes les infrastructures qu'il faut, notamment les systèmes d'irrigation, la mécanisation, l'accompagnement pour les intrants, les semences de qualité, et le tout pour pouvoir atteindre un objectif en termes de rendement et d'augmentation de la productivité des populations. Ça, c'est le premier élément. Le second élément également, quand on parle d'agriculture, de transformation agro-industrielle, il faut permettre aux cultivateurs de pouvoir faire sortir leurs marchandises. Donc, il faut développer le transport, elle en a parlé. Il faut développer les voies d'accès. Donc, également, on a un programme pour le développement des pistes rurales. 4000 pistes rurales, ça a son importance parce que ça permet, je dirais, à toutes les spéculations qui sont cultivées dans les agropoles de pouvoir sortir et de rejoindre, je dirais, les sites industriels, les zones de transformation. Ça, c'est un autre élément. Et puis, à côté de cela, il y a également tout ce qui est, je dirais, l'incitation fiscale qui va avec. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, j'aime à dire qu'on présente le secteur agricole un peu de façon pas très sexy. Voilà, alors que nos pays sont essentiellement des pays agricoles. Nous avons beaucoup de terres cultivables encore disponibles. Nous avons une bonne pluviométrie pour beaucoup de pays africains. Il nous appartient maintenant de développer les systèmes d'irrigation, toute l'infrastructure qu'il faut pour pouvoir accompagner ce secteur agricole et pouvoir, je dirais, également rajouter un niveau de transformation de nos produits agricoles et avoir de la valeur ajoutée. Voilà. Pour compléter, pour développer ces filières oui. agricoles ou autres industrielles, que mettez-vous pour que l'écosystème fonctionne en termes d'autonomie énergétique, en termes de formation professionnelle, en termes de fiscalité, sans rentrer dans le détail, mais les grands axes? D'accord, en termes d'autonomie énergétique, aujourd'hui, on s'est lancé dans une dynamique de, si vous me permettez de répéter le mot, d'autonomie énergétique. Je m'explique. Je m'explique parce que le challenge, c'est de pouvoir être, je dirais, autonome. Donc, on a finalisé l'implémentation d'une centrale solaire, d'accord, à Blita, avec une production de 40 MW qui va aller rapidement à 67 MW. On a également finalisé l'installation d'un projet d'une production électrique thermique avec la centrale Kekeli, d'accord, qui devrait aller 50 MW dans un premier temps et qui va aller rapidement à 120 MW. L'objectif, c'est de pouvoir, je dirais, assurer la disponibilité de l'énergie, la qualité de l'énergie, avoir un mix énergétique qui nous permet de tirer les coûts vers le bas et également une énergie qui tienne compte de l'environnement. Pour nous, c'est très important.
À côté de cela, on a également un problème de qualité de main-d'œuvre. Et d'adéquation. Je ne veux pas dire de qualité, mais plutôt d'adéquation. On est dans une logique de transformation agro-industrielle. Il faut qu'on ait une main-d'œuvre qui puisse accompagner cela, en partant aussi bien du personnel hautement qualifié, tous les maillons de la chaîne. Donc, parallèlement, on a mis en place, je dirais, des centres de formation, mais spécifiques. On veut développer le secteur agricole, donc on a des centres de formation, des métiers de l'agriculture de façon spécifique. On a des centres de formation des métiers de l'élevage, on a des centres de formation, on est en train de parler de l'énergie renouvelable, on a des centres de formation pour l'énergie renouvelable. Donc tous ces centres de formation accompagnent, je dirais, notre programme de transformation agro-industrielle pour pouvoir apporter des solutions adéquates par rapport aux besoins qui vont naître forcément de cette industrialisation qui va se faire. Merci. Monsieur Ndao, vous avez à côté de vous Madame Pujo d'Amétis. Donc vous, en tant qu'industriel, vous avez décidé de nouer un partenariat avec un fonds d'investissement, Amétis. Pourquoi? Et qu'est-ce que ça change ou qu'est-ce que ça a quel impact dans votre stratégie? Merci. C'est le lieu pour moi de rendre un hommage appuyé à Feu Ahmed Amar, défunt président directeur général de la NMA. Il fut un homme d'affaires exceptionnel, un industriel de classe mondiale. Il a mené de main de maître la NMA pendant 20 ans, en partant de rien, et a permis de faire de cette société aujourd'hui un acteur de référence dans le domaine industriel au Sénégal. C'est sa vision qui a été traduite à travers l'entrée du fonds, puisque c'est une décision personnelle qu'il a prise à un moment donné, de voir qu'il avait besoin de s'ouvrir pour mieux grandir. C'était en 2018, parce que l'entrée du fonds Amétis a été un long processus qui a duré 3 ans, n'est-ce pas? Et donc, après son décès en 2019, ses héritiers ont jugé utile de poursuivre le processus et de le finaliser. Et donc a permis aujourd'hui à la NMA de pouvoir avoir des prétentions plus grandes par rapport à la sous-région. Donc l'entrée du fonds Amétis nous a permis d'améliorer notre gouvernance de manière significative et de pouvoir relever des défis de renforcement de notre présence au Sénégal et de déploiement à l'international de notre entreprise. Donc ça a été un choix très crucial, surtout dans un contexte de succession. Donc non seulement ça a permis d'asseoir l'avenir, mais de stabiliser la famille, puisque ça a donné une portée, n'est-ce pas, par rapport à l'action de M. Amar. Très bien. Voilà. Merci. Et Madame Pujo et M. Ndao, vous avez cité tout à l'heure les freins à l'industrialisation. Alors pour aller plutôt vers une note optimiste en fin de parcours, quel serait votre plaidoyer pour mener au renforcement de l'industrialisation en Afrique? Merci. Alors, comme l'a rappelé Madame la Ministre, pour nous, ce qui est absolument indispensable, c'est que les gouvernements définissent leur stratégie. Et il y a un papier récent qui est sorti de la Banque africaine de développement qui définit ces stratégies au nombre de 3. La première, c'est l'insertion dans une chaîne de valeur globale. Et au sein de cette chaîne de valeur globale, on identifie une ou plusieurs chaînes de valeur et on cherche à se positionner dans une de ces chaînes. On pense aux dragons asiatiques qui se sont positionnés parce qu'ils avaient un coût de la main-d'œuvre qui était très bas. La deuxième stratégie, c'est s'appuyer sur des produits locaux. Et on n'en manque pas en Afrique de l'Ouest. On a de la mangue, on a du karité, on a une industrie du textile, on a de la cajou. Donc on transforme ces produits et on les exporte. Ça, c'est la deuxième stratégie. La troisième stratégie, c'est on s'intègre et on crée une chaîne de valeur régionale. Et là, en Afrique de l'Ouest, on est quand même dans un ensemble particulièrement intéressant puisqu'on est déjà dans une zone intégrée. On a une monnaie commune et qui peut tout à fait
puisse être destiné à l'intention des marchés domestiques. Et alors, il y a des secteurs qui sont aussi très prometteurs dans l'agro-industrie. On mange on exporte en UMOA de l'huile de palme qui est produite en Côte d'Ivoire. Donc, nous, en tant qu'acteurs privés, c'est une fois que ces États, en fait, ont choisi leur chaîne de valeur et leur stratégie d'industrialisation, eh bien, nous, il faut que le cadre suive. Et là, on rappelle tout ce dont on a parlé, les infrastructures de qualité abordables, la main-d'œuvre qualifiée, l'intégration douanière, également l'élargissement de l'assiette fiscale, parce qu'aujourd'hui, la pression fiscale fait qu'il n'y a qu'un certain nombre d'entreprises qui sont dans le secteur formel qui subissent cette pression. Donc, il faut absolument élargir cette assiette fiscale. Et nous, le rôle chez Amétis, c'est d'identifier les acteurs qui s'inscrivent dans une chaîne de valeur et dans une stratégie d'industrialisation. Et bien évidemment, si on pense qu'un acteur n'est pas en adéquation avec cette stratégie gouvernementale, eh bien on n'ira pas. Voilà. Alors je ne sais pas si, Déthié, tu veux compléter sur les problématiques également de financement et de ressources humaines. Très rapidement, juste pour dire que pour nous, entreprises, je pense que la problématique financement est une vraie problématique et qu'il nous faut des financements, disons, longs, comme l'a dit Madame de Proparco, et surtout qui ne prennent pas trop de temps à être structurés. Parce que des fois aussi, quand des financements mettent 6 mois à être structurés, bon, c'est très compliqué. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre des fois avec certaines structures de financement. Deuxième élément, c'est la formation. Donc ça, on le vit vraiment au quotidien. On a beaucoup de mal à recruter des personnes bien formées dans tous les secteurs. Et l'autre souci lié à cette formation, c'est que récemment, il y a une étude au Sénégal qui a montré que moins de 20% des personnes qui travaillent en entreprise sont qualifiées. Donc la formation continue au sein des entreprises est une donnée qu'il faut intégrer et travailler. Donc je pense que Madame la ministre l'a dit, cet aspect formation est à considérer comme un élément que je voulais. Très bien. Merci beaucoup. Avant de passer rapidement à un échange avec le public, donc j'aimerais croiser 2 points. Donc Aurélie Pujolt, vous avez mentionné des normes qui peuvent être un frein pour les entreprises ouest-africaines, donc des normes internationales. Et donc Madame Fatoumata Sissoko aussi, selon vous, en quoi ces normes pourraient à l'inverse être bénéfiques pour les entreprises, pour les industriels ouest-africains? Merci Christophe. Je précise, je suis naturellement en phase avec tout ce qui vient d'être dit sur la main-d'œuvre qualifiée, sur le besoin des infrastructures résilientes, etc. C'est important, je pense, de saisir l'opportunité. C'est vrai qu'on est en phase d'industrialisation, on amorce la phase d'industrialisation en Afrique. Il faut profiter de ce momentum pour se saisir des enjeux de notre époque. Madame la ministre a évoqué le solaire comme énergie propre. Donc il est indispensable pour nous que les groupements industriels en devenir, existants, en expansion, prennent à bras-le-corps ces enjeux de transformation de notre société, d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue écologique, et les intègrent dans leur mode de faire et dans leur processus industriel. Donc c'est vrai, parfois, ça peut représenter un certain coût. C'est vrai. On dispose d'outils spécifiques pour accompagner les acteurs les plus vertueux, les plus soucieux d'intégrer ces normes et les fonds d'investissement également. Ils disposent de ces outils d'accompagnement parce que l'enjeu, c'est de permettre à ces acteurs-là également de revoir leurs standards, d'être à des standards internationaux, environnementaux plus élevés. Quand on veut s'insérer dans une chaîne de valeur mondiale aujourd'hui, on a aussi des acheteurs en bout de chaîne qui sont exigeants par rapport à ces enjeux-là, qui attendent d'avoir une traçabilité de leurs achats, qui attendent d'avoir une transparence dans les processus énergétiques qui sont pris en compte dans leurs achats. Donc nous, en tant qu'institution de développement, il est essentiel pour nous d'accompagner des champions qui ont ces enjeux-là au cœur de leur stratégie de développement industriel.
Parfait. Écoutez, merci à tous pour ces exposés particulièrement intéressants. Je pense que ça a passionné le public qui aurait peut-être une ou deux questions à poser avant de passer à la suite. Merci Christophe. Bonjour, Cédric Filet, de la société Aldelia. Je suis ravi qu'on ait pu échanger, notamment au niveau des ressources humaines, parce que les matières premières sont importantes, mais les ressources humaines le sont encore plus. Vous pouvez avoir une belle usine, s'il n'y a pas les bonnes personnes, elle ne pourra pas avancer. Vous avez parlé de l'ESG. C'est vrai que l'ESG, c'est de plus en plus d'actualité. Comment vous faites face aux défis de ce ESG, notamment le S, le social? Comment être sûr qu'un industriel qui va créer de l'emploi dans les pays puisse bénéficier justement de personnel qualifié, mais aussi de personnel auprès de ses sous-traitants parfois, qu'ils soient payés en temps et en heure, que les cotisations sociales soient payées, la sécurité sociale, les cotisations retraite, etc., etc. Comment vous faites en sorte, en tant qu'industriel ou en tant qu'investisseur, que les sociétés de votre portfolio respectent ou essayent d'être compliant avec les régulations d'un pays et les régulations internationales? Merci. Merci. Alors, comme tout secteur, on fait déjà des audits préalables avec, donc on a des compétences en interne parce qu'il est évident qu'aujourd'hui on ne peut pas faire d'investissement qui ne serait pas conforme aux normes ESG. Ça fait partie de notre éthique également d'investissement. Donc on fait des audits préalables et ensuite on budgète parce que ça a un coût également cette conformité et on met généralement ce qu'on appelle des ESAP dans les packs d'actionnaires et on a des plans de conformité de ces entreprises qui sont à plus ou moins moyen terme, enfin en tout cas le plus court terme possible, mais en tout état de cause, pour nous, ce sont des choses que l'on intègre dès l'audit, que l'on formalise dans la documentation et qui sont suivies ensuite par la suite tout le long de l'investissement. Parce qu'on est profondément convaincu, et au-delà du greenwashing, etc., qu'on emmène l'entreprise à un autre stade de sa valeur. Et ça, pour nous, c'est particulièrement important, puisque nous, on est censé aussi revendre l'entreprise, et cette conformité favorise sa valeur. Je ne sais pas si Détier, tu veux... Peut-être si je peux juste compléter, c'est le même principe pour un prêteur. Le INS Action Plan, ESAP que Aurélie a évoqué, ça peut être contraignant en fait pour une entreprise au départ. Travail décent, salaire, mais c'est extrêmement important parce que ça fait partie des objectifs de développement durable que nous on promeut et on est extrêmement vigilant à amener les entreprises à ce niveau de standard. Donc avec parfois une contrainte, mais l'objectif c'est que l'entreprise arrive à un certain stade où elle intègre ces principes-là et elle se les approprie en fait. C'est challenging, mais on y arrive. Très bien, écoutez, merci. Ah, pardon. Et puis, si je peux rajouter, je pense que ça contribue également à ces contraintes. C'est vrai que dans un premier temps, ça peut apparaître comme des contraintes, mais ça contribue également, je dirais, à l'amélioration des conditions de travail. Et donc, le fait déjà que ce sont des éléments qui sont contrôlés, qui font l'objet d'audit par les prêteurs, etc., et qui, par ricochet, les obligent à les passer à les sous-traitants, ça fait qu'au niveau des sous-traitants, ça a un effet... de contagion et après ça rehausse de façon globale les conditions de travail, les conditions de vie. Donc ce sont des éléments importants et au niveau du Togo également, je pense que ce sont des éléments qui sont des éléments qu'on contrôle quand on donne des incentives, quand on donne des facilités à un investisseur, ça fait partie des éléments qu'on contrôle. Merci bien. Merci à tous. Merci Madame la Ministre, Aurélie Pujolt, Tiendate Ndao, Fatoumata Sissoko-Sy, d'avoir participé à cet atelier qui a été plus que passionnant. Donc, je pense qu'il y a encore d'autres questions, mais je vous propose de poursuivre en dehors de l'atelier afin donc de laisser la place à la séquence prochaine. Et je vous inviterai, s'il vous plaît, messieurs, dames, à poursuivre les conversations en dehors du campus Afrique, s'il vous plaît, afin de permettre à d'autres d'accéder à ce campus qui est victime de son succès au vu de la queue pour l'intégrer. Merci à vous.